Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume de Almeida Chavez, responsable des jeunes socialistes conseiller régional en Occitanie dans le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie, membre de la commission santé, éducation, orientation et jeunesse. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors déjà, j'ai une question que je pose tout le temps, même si ça embête beaucoup. Comment allez-vous Très en bien. ces temps de fin de guerre? Ah, je dirais très bien quand je suis ici, ce que je vous disais, en Radio Occitania, en tant que conseiller régional, c'est quelque chose de très beau de voir l'Occitanie fière de ses racines. Et en temps de, comme vous dites, de guerre, en tout cas en temps de crise sanitaire, ça reste compliqué. Moi, je suis infirmier, donc Ouais. je continue à voir la crise. Donc ça reste compliqué d'un point de vue professionnel, mais tellement épanouissant d'un point de vue politique. Vous êtes infirmier. On va parler justement de l'hôpital un petit peu, de la santé, comment c'est géré depuis très longtemps ou pas. On parlera de tout ça. On va commencer. Donc, vous soutenez Anne Hidalgo, candidate socialiste, Clairement. pour la présidentielle de 2022. Je cite, vous voyez ce que j'ai fait de Paris, imaginez ce que je peux faire du pays. Est-ce que ce sera la France des bouchons avec Anne Hidalgo ou ça sera la France plus écologique? Je pense que là, on rentre dans des stéréotypes qu'on entend très régulièrement. Mais si on parle de fond, si on parle de programme, comme on va faire aujourd'hui, on va voir que la ville de Paris et la France que propose Anne Hidalgo, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est la gauche du réel. C'est ce qu'on fait ici en Occitanie et c'est ce qui se fait dans tellement de communes, dans tellement de départements et de régions. La ville de Paris, excusez-moi, c'est la ville qui a été élue en 2021, qui a eu le prix de l'action climat par l'ONU. C'est la maire de Paris qui a reçu en 2020 le prix de l'élu de l'année et qui a reçu par plus tard qu'hier le prix de la femme de l'année par le collectif Women in... Excusez-moi pour mon anglais. On doit avoir le même, vous inquiétez pas. Et donc, je rappelle, nous sommes le jeudi 17, voilà, comme on dit hier, demain. Voiture, toujours, parce que c'est vrai que quand on pense à Anne Hidalgo, on pense beaucoup voiture, on pense quand même avant-gardiste au début, parce que c'est vrai que désengorger les centres-villes, on le voit de plus en plus dans beaucoup de villes. Paris a été une des premières villes, voire la première, parce que déjà c'est la capitale, et qui avait ces convictions-là de justement désengorger le centre-ville, arrêter la pollution des voitures, tout peut se faire en métro, en bus, en tramway, en vélo. Bon, moi je peux pas m'empêcher de penser à la rue de Rivoli, où il y a plusieurs... Bon, c'est une rue, on nous montre souvent une rue. Est-ce que tout Paris peut être comme ça? Est-ce que la France peut être comme ça? C'est vrai que la question se pose. Donc c'est vrai qu'on tombe un peu dans des stéréotypes. Mais pour vous, donc, c'est pas justifié. Pour moi, ça reste complètement ce qu'on va dire, assez stéréotypé. La gauche de demain, la France de demain, ça doit être celle qui allie bien sûr la transition écologique. Donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle, oui, il va falloir continuer avec des voitures, mais alors il va falloir travailler justement sur des plans de voitures électriques. Anne Hidalgo propose l'augmentation de 1 million, de création de 1 million de bornes électriques, avec également de travailler avec les créations d'automobiles et les loueurs pour faire un système de leasing social qui permettrait à chaque particulier de pouvoir louer moins cher que ce qui est actuellement une voiture polluante au quotidien. Donc c'est celle qui permet l'alliance, parce que c'est pas que Et voilà, on parle c'est de pas voiture. punitif en fait. Moi, on parle pas que de la voiture, parce que moi, je parle du train. Je parle aussi, si on veut parler du train, voilà, c'est la création, la réouverture des petites lignes, c'est la réouverture du train ferroviaire. Ici, en Occitanie, c'est le soutien à la LGV. Donc, c'est aussi ça, l'écologie. Donc il y aurait Bordeaux, ensuite Paris. Voilà, c'est cette ligne-là. En moins 3h10. Donc voilà, on parle effectivement pas d'écologie punitive comme beaucoup sur Europe Écologie Les Verts, certains voudraient voir. Par exemple, voiture, toujours avec Anne Hidalgo, qui propose une baisse de la TVA sur l'essence, qui passerait de 20 à 5,5%. Elle trouve que cette taxe est la plus injuste, en fait, la TVA. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent la plupart du temps chez les gens. On dit la taxe la plus injuste parce qu'elle touche tout le monde, les riches, les pauvres. Et donc, forcément, ça crée des inégalités. Exactement. Là, il faut trouver des solutions. On est dans le dur pour tous. Les salaires n'augmentent que très peu. Et au contraire, on a le prix des matières premières. Tout augmente. Donc, il faut agir urgemment. Et je pense que vraiment, la baisse de la TVA est essentielle pour le ménage des Français. Et pas que seulement des Français. Moi, ce matin, j'étais avec les jeunes agriculteurs qui bloquaient une raffinerie et qui n'arrivent plus à tenir financièrement. Qu'est-ce qu'on leur propose ? Une des propositions, oui, c'est de baisser la TVA pour tous et de permettre une vraie justice écologique. Vous pensez que les agriculteurs, on les a un petit peu trop taxés de pas écolo, justement, parce qu'ils utilisent
pour beaucoup des produits qui sont dangereux pour la santé. En même temps, ils n'ont pas le choix. On demande beaucoup plus en consommation. On veut des fraises toute l'année. On veut, on veut un peu tout toute l'année. Même la viande a des saisonnalités. Il faut le savoir. Beaucoup ne le savent pas. Et donc, est-ce que vous trouvez qu'on a un petit peu délaissé nos agriculteurs, voire même maltraités? Moi, je crois surtout à l'agroécologie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les agriculteurs, et les jeunes agriculteurs sont de plus en plus formés à ça. Il faut que les agriculteurs qui s'installent dans un système. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'engager sur de l'achat de produits locaux. C'est ce qui est défendu par Anne Hidalgo. C'est aussi l'accompagnement sur l'utilisation d'autres produits que les fameux pesticides, où malheureusement je ne peux que regretter que la position du gouvernement n'ait pas eu le courage d'interdire l'ensemble des néopesticides. Donc pesticides, on passe de l'agriculture à la santé, ça va avec. Complètement. En plus, vous êtes infirmier. Santé, la candidate Anne Hidalgo propose 4000 internes dans les déserts médicaux. C'est vrai qu'en France, pour se faire soigner, j'ai eu ma mère pas plus tard que ce matin. Et c'est vrai en plus, c'est pas comédie. Ma mère pas plus tard ce matin qui me disait, j'ai obtenu un rendez-vous pour mes dents dans 3 mois. Alors qu'il y a une certaine urgence. Et pour le cœur, c'était au mois de mars, c'est plus proche. Voilà, c'est vrai qu'ils sont dans le Var, un petit village, mais bon, à côté, il y a quand même des grandes villes. On n'est pas très très loin de Marseille, les Bouches-du-Rhône, voilà. C'est vrai que la France, on a l'impression que même quand on n'est pas vraiment dans un désert médical, c'est compliqué. Alors on imagine, pour ces endroits en France qui sont complètement délaissés de la médecine, certains accusent les médecins en disant « c'est de votre faute, vous n'y allez pas ». Les médecins disent « quand on y va, on est surchargé, ça nous rapporte peu ». Et c'est vrai, c'est dur aujourd'hui d'être médecin, parce qu'ils travaillent tout le temps, toute leur vie, H24, on en connaît aussi beaucoup. Et donc elle propose 4000 internes dans des régions de France où justement il manque de médecins. C'est une très bonne proposition. Ouais. Moi, je vais vous le dire, alors, ma grand-mère habite justement dans un des déserts médicaux. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, pour de graves soucis de santé, on a eu 45 minutes pour avoir le SAMU, alors que voilà, on se situe à quelques mètres d'une grande ville. Donc ça questionne. Mon frère est médecin aussi, donc si je peux me permettre, un jeune médecin. Il faut aussi aller les écouter pour entendre quelles sont, parce qu'on les accuse souvent de ne pas vouloir travailler, de ne pas vouloir faire les anciennes médecins. C'est sûrement ceux qui bossent le plus. Exactement, mais quand on va à leur rencontre, c'est pas ça le souci. C'est on a un souci, c'était le fameux numerus clausus. On n'avait pas eu le courage de le supprimer. Voilà, il faut l'augmenter le nombre de professionnels médecins. Et moi, j'irais au-delà des médecins. Je pense aux sages-femmes, je pense aux infirmiers, aux aides-soignants dans les EHPAD. On pourra en rediscuter peut-être tout à l'heure, mais c'est vraiment. Depuis le début du quinquennat, le groupe socialiste à l'Assemblée porte un projet qui était de réfléchir sur une période d'obligation, mais de travailler sur une obligation temporaire pour les jeunes médecins d'aller dans ces déserts médicaux. Pourquoi ? Pour déjà découvrir ce que c'est que ces fameux déserts médicaux. Parce que les déserts médicaux, ici on est à Toulouse, on va à 10 km d'ici, on en a un. Donc moi j'habite dans le nord de Toulouse, on en est en plein. Donc il suffit aussi d'accompagner ces médecins, de leur proposer des solutions concrètes. Et c'est ce que propose aussi Anne Hidalgo, c'est 4000 internes. On ne va pas les faire sortir de nulle part. Ils seront accompagnés d'un point de vue personnel, familial. Et oui, il faut augmenter le nombre de médecins. Augmenter aussi, il va falloir réfléchir. Parce que là, on rentre dans une transition assez difficile où c'est qu'on n'a pas de médecins. Et on n'augmente que maintenant le nombre et encore limité de médecins. Il va falloir réfléchir sur l'augmentation des compétences de chaque professionnel. C'est vrai que c'est dur de juger par rapport à la crise qu'on vient d'avoir, parce que j'écoutais RMC ce matin, il disait, rappelez-vous, on met beaucoup la cause sur le coronavirus, sur le Covid. C'est ce que le gouvernement actuel fait beaucoup. À cause du Covid, les hôpitaux sont engorgés. On en rappelle même ici, en plus chez RMC, que chaque année, on faisait un point sur la grippe. Et c'était pareil, il y avait des bouchons. Donc quand c'est pas la grippe, c'est la gastro. Quand c'est pas la gastro, c'est le Covid. Finalement, on préfère dire que c'est le Covid, peut-être pour se faire élire et pour dire nous, on n'y est pour rien et tout ça. Ce qui est vrai, l'hôpital, enfin en plus, vous êtes dedans, vous connaissez bien, et malmené depuis très longtemps. Moi, je rappellerai juste une date qui permettrait de rappeler le gouvernement à ses réalités. En 2018-2019, il y a eu une révolte en sursaut dans les EHPAD de personnel des aides-soignants et des infirmiers. Il y a eu, soi-disant, il allait d'avoir de grandes annonces. Une députée du coin, Monique Ebora, devait faire de grandes annonces où c'est qu'elle nous avait promis d'avoir des infirmiers dans tous les EHPAD, une augmentation massive. Aujourd'hui, 4 ans après, on a une crise et au final, on n'a rien. Tellement de promesses du président. Et au final, c'est rien. Alors, le président Macron a bon dos de dire que ça fait des années que ça n'a jamais rien fait, mais lui-même était en responsabilité.
il a été alerté par de nombreuses... Oui, parce qu'on croit qu'il est nouveau, mais il a quand même été ministre. Il a été ministre et il a eu... Regardez le rapport, moi je vous conseille d'aller lire le rapport qui a été fait, qui expliquait justement les recommandations. Il fallait un infirmier dans tous les EHPAD. À l'heure actuelle, c'est moins de 15% des EHPAD qui ont un infirmier la nuit. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal à l'heure actuelle ? Voilà. Est-ce que c'est normal que on arrive à ne plus avoir d'infirmiers ? La situation actuelle, moi je vous l'ai dit, dans les cliniques, dans les hôpitaux, à Toulouse, en plus on se situe à Toulouse, on n'arrive plus à avoir d'infirmiers, on n'arrive plus à avoir d'aides-soignants. Qu'est-ce qu'on fait ? Et pourtant, moi je le dis, c'est le président qui a laissé dégénérer la situation. Il va falloir trouver des situations d'urgence. Et Anne Hidalgo propose d'augmenter de 40 000 le nombre de soignants pour permettre justement d'avoir une augmentation de 5 aides-soignants dans chaque EHPAD et un infirmier toute la nuit. Est-ce qu'il ne faudrait pas doubler le salaire, peut-être, du personnel médical ? Tout simplement, certains peuvent le proposer, l'imaginer. Nous, on l'a beaucoup évoqué dans Faut se le dire. C'est-à-dire, comment ça se fait que c'est un métier qui est plus que... Enfin, je veux pas dire le mot essentiel, parce qu'on a trop employé ce mot à tort. Mais c'est un métier... Enfin, voilà, ça fait partie des métiers hyper importants. Enfin, si on n'a pas de médecin, on n'a pas d'infirmier, on meurt. C'est pas compliqué, on est malade, puis on meurt. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement les payer à leur juste valeur, qui est une valeur plus qu'essentielle ? Le président Macron a fait la Ségur de la santé. Ah, oui. La fameuse Ségur de la santé. Ségur en occitan, voilà, ça veut dire sûr, être sûr. Voilà, Ségur de la santé. L'augmentation, elle est minime. Elle ne sert à rien. Elle est présente, il faut le saluer, c'est sûr. Mais l'engagement dans les hôpitaux, il est minime, il n'existe pas. Quand on voit toujours le salaire actuel, un infirmier est bien en dessous de 2 000 € pour travailler un week-end sur 2, pour prendre les responsabilités qu'il a, avec des situations humainement très dures et qui sauvent des vies. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, bien sûr, et Anne Hidalgo l'a clairement dit, il va falloir revoir les grilles des hospitaliers et de la fonction publique. Ça, c'est comme pour, si je peux me faire un parallèle sur l'augmentation des salaires, c'est sur un autre versant, c'est sur l'éducation. Il faut aussi, dans un autre point de vue, retravailler sur un autre métier essentiel, comme vous disiez, c'est l'éducation, c'est les enseignants. Quand on voit le salaire des enseignants à l'heure actuelle, mais la France est indigne, parce qu'il va falloir aller au-delà, parce que si on veut que nos jeunes et la France de demain soient cultivés et de bonnes capacités, il faut donner les moyens à notre jeunesse et à l'enseignement. C'est vrai que ça fait partie des métiers qui sont totalement délaissés, alors que, bon, vous le dites, hein, c'est essentiel, c'est la base, on trouve, d'un pays un peu. Hein, on le voit à sa santé, à son éducation, à sa culture, et c'est vrai que, ses cultures même, et c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué. C'est les oubliés de la politique de Macron. C'est dingue, ça rapporte pas assez, peut-être. Mais malheureusement... Enfin, ils voient pas que ça peut rapporter, peut-être. Surtout sur la santé, moi je dirais, c'est quand même très grave. On est en pleine crise sanitaire. On nous avait promis des lits de réanimation. Ils en ont fermé. Voilà. Il y a des chambres qu'on fermait à l'hôpital. Il y a des chambres qu'on fermait. Une dotation de 5 000 € pour les jeunes, à partir de 18 ans, me semble, sans condition de ressources, un coût de 4 milliards d'euros chaque année. Alors les Anglais avaient déjà essayé, avec, je crois, 700 €, quelque chose comme ça, et puis ils ont abandonné parce qu'ils ont dit que c'était beaucoup trop cher. Bon, on n'a pas le même système que les Anglais. Comment Anne Hidalgo peut justement à comptabiliser un petit peu cette mesure? Permets une petite rectification, c'est 3,5 milliards. 3,5 milliards. C'est quelque chose, oui, c'est un revenu, c'est une dotation qui sera donnée à tous les jeunes à l'âge de 18 ans, sans condition de ressources. Tous les jeunes. Pourquoi cette idée ? À 18 ans, il faut faire quoi ? Il faut se payer le permis de conduire. Il faut pouvoir payer aussi son université, vu que visiblement le président Macron veut la rendre payante. Il faut pouvoir se loger, il faut pouvoir manger. Il faut savoir aussi s'émanciper à cet âge-là. Au bout d'un moment, il faut donner les moyens à la jeunesse. Quand on voit, avec la crise, moi je suis allé dans des files alimentaires, dans des banques alimentaires, au Resto du Cœur et dans des associations à l'université Toulouse 3. Mais c'est explosif le nombre de jeunes. Les Restos du Cœur, maintenant, la population, je crois que c'est 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Le taux de pauvreté des jeunes est 3 fois supérieur à celui-là des plus de 60 ans. On l'avait vu avec la banque alimentaire, notamment pendant le confinement, qui n'a jamais aussi bien tourné, malheureusement, à ce moment-là. Soit la France, en même temps, on fait rien. C'est ce qui est fait actuellement, c'est la génération sacrifiée. On le voit régulièrement, les jeunes manifestent, ils n'en peuvent plus, ils n'arrivent pas à se loger, à se nourrir. Oui, une proposition est faite, elle a été expérimentée, comme une autre proposition, c'est le minimum jeunesse, qui va un peu de pair, c'est le bouclier jeunesse qu'on pourrait appeler ça. Minimum jeunesse, c'est permettre à chaque jeune, à l'âge de 18 ans, mais là c'est selon les conditions de ressources, d'avoir un minimum garanti, et ça, c'est fait dans 23 des pays européens. C'est clairement approuvé,
c'est fait. On est en arrière, alors qu'on est la France. Enfin, ayant une politique pour notre jeunesse. On va essayer d'espérer justement que ça arrive et que les jeunes soient un petit peu plus pris en compte, sachant que c'est eux qui vont voter plus tard, c'est eux qui s'intéressent de plus en plus à la politique. Moi, je suis assez stupéfait de voir de plus en plus, ça fait 14 ans que je fais ce métier, de jeunes qui se réintéressent, qui ont envie de s'engager, peu importe où ils s'engagent, mais ils ont envie de s'engager en tout cas. Et c'est assez surprenant et en même temps, on peut le comprendre du fait qu'on les a complètement... en plus, là, pour le coup, j'aime pas le mot stigmatisé qu'on utilise tout le temps, mais là, pour le coup, pendant le Covid, on leur a dit des tas de choses. Et je pense aussi aux enfants qui on oblige à porter des masques en leur disant sinon tu vas tuer papy et mamie. Je trouve ça un petit peu choquant. Taxer les riches sur les droits de succession, parce qu'il y a des droits de succession, c'est toujours très cher, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas récupérer les biens. Est-ce que ça ne risque pas de les faire fuir, justement, de moins investir en France, ou alors, après tout, ils le font déjà, ils vont continuer à le faire, même s'ils sont un petit peu plus taxés que les autres? Moi, je ne crois pas à la politique de la fuite. Vous savez, je pense que beaucoup de Français sont fiers d'être Français, ça il faut le réaffirmer aussi. La valeur république, la valeur française est très importante. Et chaque Français aussi a dans son esprit un certain esprit de solidarité, d'équité. Donc je suis très loin d'affirmer pour moi que les gens vont partir et on en sera très loin et je pense que c'est une réforme qui serait très juste pour permettre notamment le financement de plein de propositions qu'on vient de discuter. Il y a eu une primaire dite populaire de la candidate Christiane Taubira qui s'est présentée, c'était un petit peu l'invité surprise de la présidentielle. Beaucoup parlent de fracture, division de la gauche. Le président du conseil départemental, Georges Méric, j'étais au vœu de l'année 2022, a justement déjà soutenu Anne Hidalgo, affirmant son soutien, et dit que voilà, ça divisait plus qu'autre chose. Beaucoup le disent. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Voilà. Est-ce que il n'y aurait pas pu avoir un arrangement entre tout le monde? Je sais qu'on n'aime pas les arrangements, les Français n'aiment pas les arrangements, mais là, qui était plutôt cohérent. Non, il y a eu le jeu de la division de suite. Alors moi, je suis contre les arrangements, je suis pour le débat public, mais des propositions. En novembre dernier, je vous le rappelle, c'est Anne Hidalgo qui propose une primaire. C'est la première à proposer une primaire de toute la gauche, mais pas une primaire comme a été proposé, une primaire sur du fond, sur des programmes, sur vraiment un programme chiffré, avec l'invitation à tous les partenaires de gauche. Une fin de non-recevoir de tout le monde. De tout le monde. C'est triste, moi je le regrette, je vous le dis clairement. Après, on a eu, ce que vous venez de dire, la primaire populaire. On a regretté, franchement, que Christiane Taubira ne se soit pas inscrite directement dans la proposition qui avait été faite par Anne Hidalgo. Après, la primaire populaire... je dirais aussi que c'est une candidature de plus à gauche. Si c'était une candidature pour rassembler, il fallait le faire dès décembre. Et malheureusement, quand je vois, pas plus tard qu'il y a quelques jours, que certains des soutiens de Christiane Taubira se retirent, c'est vraiment une candidature de plus, on le voit à l'heure actuelle. Et même les partenaires de Christiane Taubira assument aujourd'hui de dire que c'est une candidature de plus. Je pense aux radicaux de gauche, notamment, qu'on avait interviewés. C'était les premiers qu'on avait interviewés, ce qui m'a donné l'envie de faire des interviews politiques des jeunes qui soutiennent les candidats. Et c'est vrai que voilà, ça avait l'air très solide. Et puis, il y a des trahisons un petit peu partout en ce moment. Est-ce qu'on peut parler de trahisons? Oui, il y a eu des trahisons. Là, récemment, au sein du Rassemblement national, il y a eu des départs un petit peu avec des renseignements qui ont été donnés. Bon, à l'époque, c'était pareil. J'ai plus les noms exactement au moment où on fait l'interview. Mais, parce que je ne comptais pas poser la question. Mais est-ce que ça fait partie du jeu politique ou alors est-ce que c'est agaçant? En vrai, sur les radicaux de gauche, je les laisserai répondre. Ouais. Mais voilà, en général, sur les trahisons, je dirais que c'est surtout la trahison des gens qui ont des visions différentes de la politique. Il y a ceux qui font de la politique pour eux, et il y a ceux qui font de la politique pour leurs valeurs. Et là, c'est là qu'on voit la différence. Parlant de valeurs, Valérie Pécresse disait il y a peu de temps, mes convictions changent en fonction de la société. Du coup, est-ce qu'on peut encore parler de convictions ou juste... pour Valérie Pécresse, j'en doute de plus en plus, puisque je doute de plus en plus que cette droite qu'elle représente est républicaine. Quand on voit les propos qu'elle a tenus pas plus tard qu'il y a quelques jours au meeting, même ses propres soutiens républicains n'arrivent pas à les soutenir. Donc, je pense que voilà, chacun assume ses propos. La sécurité maintenant. Anne Hidalgo
est tombé, si je peux dire, sur Jean-Luc Mélenchon, qui a tenu des propos qu'on connaît sur la police. Il veut une police, il n'est pas dit de bisounours, mais pas loin, justement, sans armes, sans rien, qui irait un petit peu partout. On se rend compte aujourd'hui, on ne va pas se mentir, que c'est impossible. Voilà, je suis né à Marseille. Je viens de Marseille, des quartiers où les pompiers sont accueillis à la Kalachnikov. Donc, à un moment donné, il faut dire ce qui est. Anne Hidalgo se dit justement déçu et choquant un petit peu que les candidats emploient des termes un petit peu comme ça, des termes un petit peu où on injurie un peu tout le monde, où Jean-Luc Mélenchon est tombé plusieurs fois sur la police quand il a eu sa perquisition, notamment il y a quelques années, qui visiblement ne s'inquiétait pas des perquisitions des autres candidats, des autres personnes qui représentaient l'opposition, mais de la sienne, il fallait surtout pas. Et elle trouve que c'est un petit peu que ça vient un petit peu à la télé-spectacle, à la présidentielle spectacle, ce qu'on peut voir aux États-Unis, ce qu'on peut voir un petit peu aux États-Unis en réalité, et que ça arrivera en France. Vous, en tant que jeune qui est dans la politique, est-ce que ça vous lasse, est-ce que ça vous inquiète ou pas, ou est-ce que vous trouvez ça bien? Moi, je trouve qu'on est justement dans une présidentielle spectacle. On n'est pas dans une présidentielle où on parle de fond comme on fait très bien là ici. On n'arrive pas à parler de débat, on parle de pseudo-trahison, on parle de pseudo-bashing qui sont faites contre des femmes, oui, contre Anne Hidalgo, faut le dire. Sur Jean-Luc Mélenchon, clairement, ses propos, ça donne à douter aussi de la valeur de la République qu'il porte. Quand je vois ça, moi, ça m'inquiète, je vous le dis. La politique spectacle, je crois qu'on est arrivé dans un moment où c'est que les jeunes, ils en ont marre aussi de la politique. Ils en ont marre, mais pas de la politique, comme vous disiez. Les jeunes, ils veulent s'investir sur des sujets et sur du concret. Et c'est ça la différence qu'on porte avec Anne Hidalgo et qui est vraiment portée. C'est-à-dire que nous, on porte un projet de gauche du réel. C'est celle qui est vraiment réalisable. Il faut défendre, bien sûr, les politiques quand ils sont mis en danger. Il ne faut pas non plus... je ne suis pas la République. Voilà. Respectons chacun des ordres, respectons chacune des valeurs de notre République et cessons les petits coups de populisme qui sont là juste pour des coups électoraux, mais qui au final ne sont pas bons pour notre pays. On revient justement sur les propositions. Anne Hidalgo veut plus de fonctionnaires en France. Plus. Voilà. Beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement. Il y a un coût. En même temps, est-ce que le pays peut s'y retrouver, justement, ou alors il faut tout privatiser pour qu'il y ait des concurrences, pour que les prix baissent? Là, vous notez notre différence avec Valérie Pécresse, qui, elle, veut supprimer énormément de fonctionnaires, et ça, je ne peux que le regretter. Les fonctionnaires, c'est quoi? C'est des infirmiers, c'est des médecins, c'est des policiers, c'est tellement de métiers si essentiels. C'est des chefs de gare, pensez pour mon papa, qui est à la retraite maintenant. Pensez à lui. C'est des métiers essentiels. On peut croire que c'est des gens qui sont les administratifs, ça c'est les gros stéréotypes, mais c'est des gens qui sont essentiels pour la nation. Donc, et moi je vous invite, on peut croire que ça coûte des millions, des milliers, que c'est pas finançable. Le seul budget, le seul programme qui est budgétisé, c'est celui d'Anne Hidalgo. Chiffre pour chiffre, 50 milliards de dépenses, 50 milliards de bénéfices. Ça rentre et c'est réalisable. 2300 € pour les professeurs des écoles, là aussi. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Vous avez vu une fonction essentielle. Je vous laisse regarder la position de la France sur justement le salaire de ces professeurs qui sont souvent malmenés, on peut croire, d'un point de vue de l'État, parfois négligés, je dirais même, durant ce quinquennat, quand certains ministres les pointaient du doigt. Non, ces professeurs, ils sont essentiels. C'est eux qui donnent le savoir, la culture, qui vont former les médecins, les animateurs radio de demain. Moi, il m'avait dit que je n'irais nulle part si je n'allais pas au lycée. Comme quoi, il se trompe. Je tiens à les saluer. Et 2-3 amis à moi, maintenant, il y en a une qui est devenue autrice, qui marche très très bien. Je pense à beaucoup d'autres qui travaillent dans la banque maintenant, ça va aussi. Bref, sur la forme maintenant, on a vu le meeting à Paris d'Anne Hidalgo. Voilà, je ne voulais pas tomber dans les polémiques ou dans les vidéos, mais bon, ça a son importance aussi. On voit de grands meetings un petit peu partout. Là, il y avait beaucoup de sièges vides, des sondages qui sont à la baisse, même si les sondages, je le répète une fois de plus, ça vaut ce que ça vaut, surtout que pas tous les candidats sont encore là. On attend encore la candidature du président de la République. Bon, tous le faisaient
vraiment les derniers moments, le moment de la date butoir. Effectivement, beaucoup s'attendaient à ce que Emmanuel Macron le fasse un peu avant tout le monde, parce on est dans une crise, parce qu'on n'en sort pas, parce qu'il va falloir rembourser tout ça, mais on est dans une crise qui est sociale, économique, on a tout. On dirait qu'il n'y a rien qui va. Quand on sort dehors, qu'on se promène, on se rend compte que ça va quand même. Il n'y a pas non plus des gens morts partout dans la rue, les rats qui ont réveillé la France, cette plaie d'Égypte, la Garonne n'est pas devenue rouge, tout va bien. Heureusement. Mais voilà, Ségolène Royal qui décide de soutenir Jean-Luc Mélenchon, parlant de vote utile. Est-ce que vous y croyez encore, j'imagine, à la candidature d'Anne Hidalgo ou pas, ou alors vous vous dites on va quand même essayer de sauver le navire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est une catastrophe. Bon, quand on connaît un petit peu la politique, là c'est moi qui parle, c'est pas la radio, c'est pas les journalistes, pas tout ça, c'est le citoyen qui bosse dans une radio et qui va de temps en temps à des conférences de presse. On voit quand même qu'il y a un travail la région Occitanie est socialiste, ça se passe bien. Ils arrivent à travailler également avec la mairie, qui n'est pas socialiste du tout. Ils arrivent chacun, j'ai l'impression, arrive quand même à travailler ensemble et ça se passe plutôt bien. Est-ce que c'est pas ce centralisme un petit peu qui monopolise tous les débats, alors qu'en France, finalement, tout le monde s'entend plus ou moins bien et c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qu'on entend à la radio. Alors là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions en une, je sais. Je vais essayer d'y répondre à toutes. Oui. J'y crois et je pense qu'on va gagner, oui, avec Anne Hidalgo. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas rentré vraiment en campagne présidentielle. Vous avez vu les programmes des autres ? Vous entendez des propositions pour l'instant ? Ah, il y en a beaucoup. Ouais, mais est-ce que vous avez vu un débat ? Parce que pour l'instant, on a un débat, pour l'instant, on a un président qui ne veut pas débattre. Avec le président, d'accord. Voilà. Oui, pour l'instant, okay. On a un président qui ne veut pas débattre. Oui. Il va falloir débattre au bout d'un moment parce que c'est simple de faire juste une élection à la tête plutôt qu'une élection de proposition. Ce qui compte, c'est les 5 ans à venir. Hein. Là, il y a un choix qui est crucial. Et pourquoi j'y crois ? Parce qu'on a 3 propositions. Soit on continue avec la France du en même temps, celle qui considère qu'il faut donner encore plus aux riches et encore moins aux pauvres. C'est ce qu'on a vécu. Pour l'ISF, il y a tellement de choses à comparer aux APL. Soit une France qui devient de plus en plus extrême, cette droite qui devient extrême droite pour une partie, et cette extrême droite qui devient très dangereuse pour notre pays. Je vous invite, en tant que conseiller régional, à visionner les propos qu'on a parfois en hémicycle à la région Occitanie de ces élus du Rassemblement national. Mais soit il y a une autre proposition, c'est celle de la gauche. Cette gauche qui est réelle, cette gauche écologiste, socialiste, républicaine, et j'y tiens à le dire, laïque, c'est ça qu'on nous portons. Alors, ouais, moi je fais de la politique, je parle jeune à ce moment-là, je pose ma casquette de conseiller régional, je parle, oui j'y crois, parce que sinon, quel avenir je vais avoir dans 5 ans ? Qu'est-ce que je vais être ? Moi je suis infirmier, je fais quoi dans 5 ans si on continue à laisser matraquer comme le fait le président Macron ? Alors, pour une autre question, sur la position des partis politiques sur le terrain et au niveau national. Mais vous avez une différence. En région Occitanie, la gauche, elle s'est rassemblée. La gauche a réussi à se rassembler. Et c'est ça notre différence. On part dispersé. Une grave erreur, hein. Je le dis clairement, c'est une grave erreur. Moi, je ne peux que le regretter. Tout le monde le regrette. Ouais. Voilà, Anne Hidalgo, voilà, ça a été la première à proposer un rassemblement. Ça n'a pas été voulu. Bah oui, on va défendre les couleurs parce qu'on y croit. Et c'est la seule, et c'est la candidate qui va porter cette position de la gauche du réel. Après, vous avez posé une question sur la trahison de Ségolène Royal avec Jean-Luc Mélenchon. Ça me fait... vous savez, moi, j'ai commencé... mon premier vote, ça a été Ségolène Royal. Aux primaires populaires du Parti Socialiste, j'avais 17 ans. On pouvait alors, à ce moment-là. J'ai été un grand soutien de Ségolène Royal à ce moment-là. Mais là, j'ai un désaccord. Parce que moi, je considère que les valeurs de la République, je ne les néglige pas. Moi, l'Europe, je ne les néglige pas. Moi, je ne refuse pas de reconnaître le génocide des Ouïghours. Il y a tellement d'exemples qui font que oui, on a des différences, et j'ai des différences avec Jean-Luc Mélenchon, et que je porte et que j'affirme. Donc, je laisse à Ségolène Royal sa position, mais je pense qu'au contraire, il faut affirmer les valeurs. C'est le moment d'affirmer les valeurs et affirmer les propositions. Et sur les questions des meetings, des sondages, moi je vous invite à venir dans quelques jours, ce sera le meeting de Bordeaux. À Bordeaux, je vous invite à venir et on verra si la gauche n'est pas présente à Bordeaux. Je pense que les gens commencent à s'intéresser
réellement à l'élection. On le voit dans les marchés. Moi, je vous invite à aller sur les marchés à Toulouse. Vous le voyez, il y a de plus en plus de tractages. Les gens s'y intéressent. Et je pense que ces sondages, il faut les faire démentir. On va le faire. Je vous rappellerai juste que durant les élections régionales, Carole Delga, elle devait presque perdre face au Rassemblement national. C'est bon pour vous? Oui, donc les sondages, on les fera démentir, je vous le garantis. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Et on continuera sur une autre élection, celle des législatives, qui est aussi importante, et où moi j'invite la gauche à se rassembler pour réussir à faire une présidentielle de gauche et une législative de gauche. Et surtout ce que je voulais dire aux gens, parce qu'on recevra aussi des abstentionnistes. C'est vrai que j'ai décidé de recevoir tous les partis, du moins ceux qui répondent présent en temps et en heure, parce que tous répondent présent, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver des moments. Mais j'inviterai aussi les abstentionnistes, parce qu'ils sont nombreux également à ne pas aller voter, parce ils se disent, on voit toujours les mêmes têtes. Est-ce qu'on peut aussi les encourager à voter, vous l'avez dit, les législatives, et puis les votes des maires, des conseils départementaux, de la région, voilà, un petit peu aller voter justement pour là, parce que ça peut faire monter. Carole Delga, c'est vrai qu'à un moment donné, bon, nous on la connaît très bien, parce qu'on est en région Occitanie, mais j'entendais à la radio, une nouvelle personne, une nouvelle personnalité politique, Carole Delga. Je suis assez surpris, parce qu'elle avait déjà fait, justement, elle a déjà été présidente. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de ces têtes qu'on voit toujours, alors qu'il y en a plein en France qui seraient aptes à aller à la présidentielle. Je vous rejoins totalement. Donc, sur le renouveau du parti, des têtes, moi j'invite, voilà, Carole Delga. Moi, c'est mon premier mandat auprès de Carole Delga. Je suis très fier d'être derrière cette femme de gauche que on voit de plus en plus. Vous dites qu'elle est découverte au niveau national, mais voilà. Surtout pendant la crise Covid, on s'est rendu compte de la puissance et du pouvoir et surtout de la préoccupation de nos élus locaux. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte encore plus. Mais sans les collectivités locales, on n'aurait pas tenu. On n'aurait pas tenu, et je tiens à vous le dire, d'un point de vue économique, la région a accompagné plus de 60 000 aides pour les entreprises, les millions de masques qui ont été distribués. Ouais. C'est les collectivités locales ont permis, c'est vrai qu'on était là. C'est l'ensemble des collectivités, communes, je dirais même communes, départements, régions, qui ont pallié aux failles de l'État. Donc c'est aussi de ces territoires, et ça me fait rebondir sur quelque chose. Sur les territoires, on voit que à gauche, la candidate des territoires, c'est Anne Hidalgo, celle qui est soutenue par le plus de maires, de conseillers régionaux, de conseillers départementaux, tellement, on le voit, et c'est clairement l'équipe de France, Anne Hidalgo, est présente, et elle va se mobiliser dans les prochaines semaines. Eh bien, nous verrons ça, et puis il faudra venir en reparler. Faut se le dire sur Radio Occitanie. Avec plaisir. Un jeudi en direct, c'est vrai qu'on fait revenir souvent les personnes justement pour un petit peu faire le point sur la présidentielle, et puis il y aura peut-être même après les présidentielles un petit peu venir parler de la politique locale et qui se répercute dans le national, et c'est vrai que c'est important de le dire. On le néglige souvent le local, alors que c'est le plus important, je pense, de tous, parce que c'est ceux qui sont plus proches des citoyens. Exactement, c'est surtout ça qui tient. Guillaume de Almeida Chavez, merci d'avoir été avec nous dans Faut se le dire. On vous souhaite bon courage, de bons meetings, notamment donc à Bordeaux. Ce sera le 26. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de l'invitation, et longue vie à Radio Occitanie. Merci.